Bienvenue dans Conscience et Sens, le podcast qui ouvre les consciences et bouscule les évidences. Dans un monde en accélération croissante, un monde du toujours plus, d'exigence, de séparation, de souffrance, il est primordial aujourd'hui de ralentir pour se poser et se confronter à notre puissance. Une introspection au service d'une urgence à se réinventer pour des solutions innovantes, un nouveau regard sur le monde pour créer une autre réalité au service du plus grand nombre. Je te partage des idées, des témoignages, des avancées et j'espère t'inspirer, te donner envie et booster ta créativité. À tout de suite. Bienvenue dans Conscience et Sens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'instinct. Selon Donald Walsh, qui s'exprime dans son livre « Devenir soi, la voie essentielle », l'instinct serait un puissant moteur de ma raison d'être. J'ai envie de vous lire un passage de ce livre, justement, qui parle de l'instinct. Il est révélateur et fascinant que dans ce premier quart du XXIe siècle, la plupart des humains croient que la survie est l'instinct primaire. C'est ce que croit notre espèce depuis des milliers d'années et la plupart d'entre nous ressentent toujours qu'il faut considérer, avant toute chose, tout ce qui pourrait nous permettre de survivre dans presque toutes les interactions politiques, économiques et sociétales. Et même dans nos propres foyers, nos interactions tournent souvent autour de la survie du moment. Nous ne voulons faire de mal à personne pour survivre, mais nous le ferons, émotionnellement ou physiquement si c'est nécessaire. Le comble de l'ironie est que notre détermination à faire de notre survie notre priorité permanente est ce qui fait que notre survie est menacée en permanence. Cela n'a jamais été aussi tristement évident qu'aujourd'hui, quand l'aliénation provoque des moments où les leaders mondiaux annoncent leur capacité à anéantir d'autres pays, où les mécontents et les déconnectés s'engagent dans des saccages complaisants, où ils tuent des personnes innocentes, et où la peur et la colère mènent à une division extrême d'une espèce dont la meilleure défense contre tout ce qui l'accable est l'unité de but et d'action. L'argument en faveur de la survie est qu'elle est l'instinct primaire de nombreuses formes de vie. C'est elle qui fait que les fleurs se tournent vers le soleil, que les oiseaux s'envolent vers des climats plus chauds, que les tortues se rétractent dans leur carapace et que tintent les cascabelles des serpents à sonnettes. Toutefois, il s'avère que l'instinct primaire des êtres humains n'est pas la survie. C'est quelque chose d'assez différent. Si votre instinct primaire était la survie, vous vous enfuiriez d'un bâtiment en flammes en entendant un bébé hurler au 2e étage. Mais vous ne le faites pas. Vous vous ruez dans ce bâtiment, car à ce moment-là, le problème n'est pas votre survie. Si votre instinct primaire était la survie, vous vous éloigneriez de celui qui brandit une arme sur votre bien-aimé. Mais vous ne le faites pas. Vous vous placez entre cette personne et votre bien-aimé, car à ce moment-là, le problème n'est pas votre survie. Si votre instinct primaire était la survie, vous passeriez sans vous arrêter devant la voiture dont le moteur est en feu et dont le conducteur est en état de choc derrière son volant. Mais vous ne le faites pas. Vous arrêtez votre voiture, vous courez vers l'autre véhicule, vous sortez le conducteur de sa stupeur et risquez votre vie pour le retirer de la voiture avant qu'elle n'explose. Car à ce moment-là, le problème n'est pas votre survie. Quelque chose de profond à l'intérieur de vous, quelque chose que vous ne pouvez ni décrire ni nommer, vous pousse dans ces moments à obéir à l'instinct primaire de l'humanité. Les gens qui ont fait preuve de courage en mettant leur propre vie en péril se décrivent rarement comme étant courageux lorsque plus tard ils sont interviewés par les médias. Non, objecte-t-il, je n'ai fait que ce qu'aurait fait n'importe qui. Ils disent avoir simplement agi par instinct. Et ils l'ont fait. Mais ce qu'ils ignorent peut-être, c'est que leur instinct primaire n'a rien à voir avec la survie. Peut-être qu'à leur propre surprise,
Leurs actions ont défié la survie. Pourtant, ils ne ressentaient ni peur ni hésitation. Ils n'y ont même pas pensé à ce moment-là, car ceux qu'ils sont vraiment savaient qu'il ne s'agissait pas de survie. Dans ce que j'ai fini par appeler les moments constructifs brûlants de la vie, très peu d'entre nous se demandent s'ils vont survivre. En repensant à ces moments plus tard, on s'aperçoit que la seule question qui soit réellement importante pour notre âme n'est pas de savoir si nous allons vivre encore 20 ans ou 20 minutes, mais comment. Quelle sera la signature de ma vie? Quelle sera la motivation principale de mes jours et de mes nuits? Quelle est ma raison d'être, comme l'appellent les Français, et comment mes actions la motivent et la matérialisent? Et dans de tels moments d'auto-exploration, l'esprit et l'âme répondent en tant qu'un. L'instinct primaire des êtres humains est l'expression spontanée du meilleur de nous-mêmes. Ce qui a été poétiquement appelé les meilleurs anges de notre nature. Mais qu'est-ce que notre nature? Nous avons entendu l'expression nature humaine tout au long de nos vies, mais quelle est-elle au juste? Quelle est la nature véritable de notre espèce? C'est la question du moment. Maintenant, plus que jamais sur la planète, le fait de poser cette question et d'y répondre est notre plus grand défi. Quand je reprends la définition de l'instinct dans le dictionnaire, il indique une tendance innée à des actes déterminés, exécutés parfaitement sans expérience préalable. En fait, l'instinct conduit à agir rapidement sans laisser place au choix et à la réflexion. On est porté par autre chose. Quelque chose qui, au fond, sert notre raison d'être. J'ai le souvenir, moi, un jour, d'avoir vécu ça, d'avoir agi instinctivement, sans réfléchir donc, malgré un contexte qui aurait pu me faire, si j'avais réfléchi, peut-être que j'aurais fait complètement différemment et j'aurais été dans ma survie. C'était il y a quelques temps de ça, en fait, un soir, place de la République, il y avait un grand concert gratuit, organisé, donc on était quelques milliers de personnes, je pense, et la place avait été ceinturée avec des barrières, et on était tranquillement en train d'écouter, on était beaucoup, on était serrés, mais c'était tout joyeux, tout tranquille. Et puis soudain, il y a eu un groupe de jeunes qui venaient avec des intentions pas très porteuses de joie, qui ont commencé à faire comme un mur ensemble et à pousser les gens, en fait. Et comme on était déjà serrés, qu'il y avait des murs tout autour, on était tous, la place de la République, il y a une grande place, mais autour, il y a plein de bâtiments. Et en fait, les gens étaient poussés progressivement vers les bâtiments, donc ça se serrait. Il y a des gens qui sont tombés, qu'on a piétinés. Et ça commençait à s'affoler, il y avait des vagues humaines, ça commençait à crier là-dedans avec des gens qui tombaient et qui se faisaient marcher dessus. Et je me souviens que j'étais avec une amie beaucoup plus petite et qui commençait à paniquer. Et moi je n'ai vu qu'un truc, c'est elle va tomber et si elle tombe, c'est fini. Et je me souviens, comme si c'était hier, de ce que j'ai fait à ce moment-là, alors que quelques secondes avant, j'avais eu un peu de panique et je me demandais, avec la raison, comment on allait faire. Je l'ai attrapé et je l'ai hissé. Je l'ai soulevé du mieux possible et je la poussais vers l'avant parce qu'on avait une vague. Je voyais au devant, comme une sortie, il y avait une grande rue qui amenait ailleurs en fait, une avenue qui permettait de sortir de la place. Et je la poussais en la maintenant au-dessus de la mêlée pour ne pas qu'elle tombe déjà et pour qu'elle respire. Et je la poussais et je ne m'occupais pas de savoir si j'allais tomber, ça n'était pas important. Le plus important était qu'elle soit sauvée. Je n'ai pensé qu'à ça. On s'en est sorti. Bon, elle s'en est sortie déjà. Ça, je l'ai su il y a un moment. J'ai su que c'était OK. J'ai relâché. Après, je me souviens plus trop de la suite. Mais je m'en suis sortie puisque je vous parle aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce qui a motivé
cette action, je ne saurais dire en fait, ça a été un réflexe. Je n'ai pas pensé à ma survie, j'ai pensé à la sienne, au fait qu'elle reste en vie. Je pense qu'il y a une histoire d'amour avec un grand A là-dedans, une histoire d'humanité profonde, qui est plus fort que tout. Ça vient chercher, en fait, si je m'en remets à la définition, c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire, on ne réfléchit pas. C'est un acte exécuté vraiment avec parfaitement, avec comme si on savait, mais sans qu'on les... Je n'ai pas souvenir d'avoir déjà fait ça avant. Et si on m'avait posé la question, j'aurais été bien en peine de savoir ce que j'aurais fait vraiment. Donc c'est intéressant parce que dans ces moments-là, on reconnecte à qui on est vraiment. Et on vient servir quelque chose qui, dans la pyramide des besoins fondamentaux, Maslow avait édifié cette pyramide des besoins où on disait qu'au départ, il y avait les besoins physiologiques, évidemment, la notion de survie, finalement, manger, boire, voilà, s'alimenter. Ensuite arrivait la sécurité, c'est-à-dire se sentir en sécurité. Donc ça prend plusieurs formes, mais avoir un toit, pas vivre la peur, enfin bon, être globalement se sentir hors d'atteinte de choses graves en fait. Ensuite venait tout ce qui était la reconnaissance de qui je suis, l'appartenance à un groupe. Voilà, et le fait de pouvoir croître et se réaliser. Et finalement, quand on regarde, on s'aperçoit que dans la définition du bonheur, il y a aussi une notion de contribution qui est importante. Le bonheur, la science dit que c'est un état, et les philosophes disent que c'est un état durable de plénitude et de satisfaction, un état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, l'inquiétude et le trouble sont absents. Ce serait ça, le bonheur. On pourrait revenir sur cette définition, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion, moi j'entends un état durable de plénitude et de satisfaction. Et dans la notion de satisfaction, il y a quelque chose qui accroît cette notion-là, c'est la contribution. C'est comment, quand je donne, je reçois bien plus que quand je reçois, en fait. Quand je m'occupe de l'autre, je nourris quelque chose chez moi qui me fait du bien. Donc cet instinct qui m'a poussé à sortir quelqu'un d'une voiture qui va être en feu, de retourner parfois dans l'immeuble ou d'avoir envie de le faire en tout cas, parce que parfois c'est pas toujours possible et les pompiers nous empêchent, mais d'avoir un élan d'aller chercher un bébé dans les flammes, de soulever une amie pour qu'elle se sauve d'une vague de haine un peu là qui va provoquer de grands dégâts, c'est un acte poussé par une raison d'être qui est bien au-delà de notre survie. Et pour terminer cet épisode, j'avais envie de vous inviter à une réflexion en vous demandant si vous écriviez votre autobiographie, qu'est-ce que l'on y verrait, voilà. En quelques mots, vous entendez parler de vous, on lit votre biographie quelque part sur une 4e de couverture. Qu'est-ce que l'on verrait décrit ? Je vous laisse avec cette question et vous dis à très vite.